Monsieur Thomas, on vient vous voir par rapport à votre expérience en tant qu'ancien directeur de maternité. Vous pouvez nous poser un peu le décor? C'était quand? Où? Ça a duré combien de temps? Eh bien, direction d'établissement de santé, ça a été de 1992 à 2009, très exactement, donc 17 années de plusieurs établissements, et notamment un établissement avec une maternité qui avait une vocation spéciale, c'était une maternité éco-responsable, c'est-à-dire un établissement dans lequel on essaie de mettre à la disposition des mamans, des papas, des couples et des enfants des produits sains et non impactants. Il y avait combien de bébés, combien de naissances chaque année? Eh bien, 1500 bébés par an, à peu près, en moyenne, donc ça fait plus d'une centaine par mois. Donc une maternité de taille moyenne. De taille moyenne, voilà, tout à fait, qui aujourd'hui est toujours là, bien évidemment, et a toujours la même activité. C'était dans une ville dans laquelle il y avait deux maternités qui, entre guillemets, se partageaient l'activité entre le public et le privé. Donc une ville de 3000 naissances environ. Vous étiez souvent sollicité par des commerciaux, des grandes marques qui tentaient peut-être de faire du placement de produits au sein de votre établissement? Alors je ne vais pas vous dire tous les jours, mais presque. Alors, surtout à mon arrivée, c'est là que c'était le plus drôle en fait. Quand vous arrivez pour prendre des fonctions dans un établissement, eh bien, c'est là qu'on vient un peu vous tester et vous demander quels sont vos besoins, entre guillemets. Et après, en effet, les industriels, certains industriels, parce qu'il en existe des formidables, eh bien, essaient d'inventer toujours plus de formules pour vous faire adhérer à leurs produits, pour les prendre, les acheter ou les recevoir pour pouvoir mieux les diffuser. Il est clair qu'un établissement de santé qui diffuse en blouse blanche et rose des produits, eh bien, donne une caution intégrale à ces produits, ce qui fait que les mamans, les jeunes parents vont les acheter en sortant. Qu'est-ce que... Vous avez besoin de vos fiches Qu'est-ce qu'ils vous proposaient? C'était quoi? Donnez-moi parce que je les ai dans le cadre. Voilà, parfait, merci. Quels étaient les produits? Vous dites parfois les plus impensables, c'était quoi? Alors, ce ne sont pas des produits impensables, ce sont des produits, j'ai envie de dire, de première nécessité pour une maman ou pour un nouveau-né. Je vais vous citer plus particulièrement les produits d'hygiène corporelle, les cosmétiques. Vous avez également les couches, bien évidemment. Et puis l'alimentation, c'est-à-dire biberon, contenant et contenu lait infantile. Donc, ce sont les trois familles de produits qui sont très sollicitantes, dirons-nous. Combien de fois par semaine, par mois? Des visites mensuelles. Alors en plus, quand on parle de visites mensuelles, vous avez le directeur qui a des visites, mais surtout, ils occupent le terrain, c'est-à-dire qu'ils vont dans les maternités rencontrer le personnel sur le terrain. Vous dites ils, c'est qui? Les commerciaux. La particularité de ces sociétés, je vais vous la citer parce que je l'ai vécu à plusieurs reprises et je le vis encore aujourd'hui, c'est-à-dire que 10 ans après, je ne suis plus dans l'établissement, mais j'accompagne des établissements de santé sur leur démarche. Et leur particularité, c'est de livrer des palettes de produits sans avoir été commandés. Donc ça, c'est un paradoxe parce que, et je l'ai vécu, quand vous recevez une palette de produits ou de mallettes cadeaux dans une maternité, personne ne peut imaginer que cette livraison se fait sans l'accord de qui que ce soit, de la direction, du directeur médical ou des sages-femmes. Eh bien, c'est pourtant le cas. C'est-à-dire que ces produits arrivent sans avoir été commandés. Lorsque les produits sont réceptionnés, eh bien, ils sont diffusés. Vous parlez peut-être des produits de couche? Ceux que j'ai cités tout à l'heure, c'est-à-dire aussi bien cosmétiques pour la maman, pour l'enfant, des couches ou des laits infantiles. Donc, ça arrive encore fréquemment. Bien sûr, les industriels vous diront qu'ils ne le font jamais, mais nous le constatons sur le terrain encore tous les jours. Et comment ils procédaient? Vous exprimez très franchement leur intérêt à être fournisseurs, à devenir des fournisseurs de matériel pour vous? L'intérêt est clairement économique. En France, nous avons en moyenne 800 000 naissances par an. 800 000 naissances par an, ça veut dire 800 000 enfants et mamans qui vont recevoir des dons, non pas en espèces, mais des dons en nature, c'est-à-dire des cadeaux, et qui sont des cadeaux qui sont très très appréciés. Lorsqu'on ne fait plus ces cadeaux, on se le fait reprocher. Et puis aujourd'hui, tous les parents et les couples ont des problèmes aussi financiers. Donc quand on vous offre le repas, les couches, les contenants, c'est-à-dire les biberons, et en plus des échantillons dans tous les sens pour laver ou désodoriser, eh bien vous êtes très content de les prendre. Donc ces cadeaux-là sont faits de telle manière à ce qu'ils deviennent après totalement captifs. C'est-à-dire qu'une fois qu'on vous les a donnés, eh bien vous allez les acheter. D'autant plus dans un établissement de santé. Là, on a des établissements, par exemple, des marques qui proposent, par exemple, des couches à 0,07 centimes. On est très proche de la gratuité, quasiment. Ça a été aussi le cas pour vous. Est-ce que vous avez compris ces prix aussi bas? Quelle lecture on en fait, en fait? Bien sûr, et j'étais très très fier d'avoir des prix très très bas. Et si je devais le refaire, je referais exactement la même chose. Ça peut paraître paradoxal. Pourquoi? Eh bien parce que tout simplement, sur ce sujet de la naissance, l'État ne fait pas son job. C'est-à-dire que les maternités françaises, publiques ou privées,
ne sont pas payés à la hauteur des exigences que nous avons sur la prise en charge de la naissance. C'est-à-dire que pour faire un accouchement de bonne qualité, pour mettre à la disposition des chambres, de l'énergie, des dispositifs médicaux, des médicaments, des couches, des produits cosmétiques, pour faire tout cela, il faut un certain budget. Et l'État ne finance pas ce budget-là. Les établissements français ne sont pas payés à la hauteur des coûts de production, même si le terme coût de production n'est pas très beau. De ce fait, quand un fournisseur vous propose de vous donner un produit qui par ailleurs est cher, eh bien vous êtes bien content de le prendre. Donc aujourd'hui, dans tout type d'établissement, eh bien on a la tendance naturelle à recevoir ces cadeaux-là parce qu'on n'a pas les moyens financiers de payer ces produits. En plus, il y a une deuxième particularité, c'est que plus vous voulez des produits de bonne qualité, sans perturbateurs endocriniens, ou des produits écolabellisés, biosourcés, eh bien ils sont plus chers. Donc ça veut dire que plus vous voulez fournir à vos mamans des produits sains, plus ça vous coûte cher, et donc vous n'en avez pas les moyens. Et les établissements de santé ne sont pas soutenus pour cela. Donc lorsqu'un fournisseur vous donne les produits, eh bien tout le monde est content. On a rencontré des marques, des jeunes marques qui tentent de s'imposer, de placer leurs produits dans des maternités et qui nous disent que c'est impossible face aux leaders du marché qui pratiquent des prix extrêmement bas. Est-ce que c'est une chose que vous avez vue? Bien sûr, c'est une chose que j'ai vue et que j'ai vécue, c'est-à-dire que les principaux industriels du secteur donnent les produits. Alors s'ils ne les donnent pas, ils les vendent 1 centime. Donc c'est du don, c'est du dumping, c'est pour moi même de la vente à perte, très clairement, c'est interdit en Europe, à mon sens. On a même saisi la DGCCRF sur ce sujet-là depuis déjà 1 an, le ministère de la Santé, le ministère de l'Environnement. Hélas, nous n'avons pas encore de réponse. Mais il est évident que ces produits-là, lorsqu'ils vous sont vendus à très bas coût, eh bien vous ne pouvez pas, vous n'avez pas les moyens, vous n'avez pas la ligne budgétaire pour multiplier par 5, par 8 ou par 10 la ligne budgétaire des couches, des laits infantiles et des produits d'hygiène corporelle. Vous ne l'avez pas, vous ne pouvez juste pas le payer. Ils ont monopolisé du coup. C'est ça. C'est un monopole et qui est totalement cautionné par l'État, encore une fois, puisque l'État sait que sans ces budgets-là, les établissements de santé ne peuvent pas arriver à l'équilibre. Donc c'est en transparence totale. Ce que je vous dis là n'est pas un scoop, tout le monde le sait. Donc il faut aujourd'hui arriver à financer les produits de bonne qualité. On a même proposé de réduire les taux de TVA sur les produits écolabellisés et biosourcés pour faire en sorte que l'on puisse acheter des produits de très grande qualité, de ce fait, grâce à une baisse de la TVA, à des prix moins chers que les produits de mauvaise qualité. Et l'idéal aussi demain serait pour tous les produits qui concernent la maman et le bébé d'avoir des autorisations de mise sur le marché, comme quand vous achetez des médicaments, vous avez une AMM, une autorisation de mise sur le marché. Eh bien, nous considérons que sur des cosmétiques, notamment qui touchent des nouveau-nés ou des femmes enceintes, il faut une autorisation. Il faut que la composition du contenant et du contenu soit validée, étudiée par des experts et autorisée. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Cela sur les étiquettes, sur les produits, il y a parfois marqué numéro 1 des maternités. C'est même très souvent le cas. Vous avez des publicités télévisuelles, vous avez des publicités papier et sur le packaging des produits, numéro 1 en maternité. Donc numéro 1 par rapport à quoi? Par rapport au fait qu'ils donnent des produits. Donc c'est quand même très facile, mais c'est un dumping inacceptable pour l'ensemble des industriels. C'est-à-dire que l'industriel vertueux qui essaie de fabriquer des produits sains, biosourcés, écolabellisés, fabriqués en France avec des ressources qui sont dans notre pays, qui ne vont pas traverser la planète 3 fois, eh bien ceux-là, bien évidemment, leurs matières premières sont plus chères. Donc ils ne peuvent pas les offrir. Et les établissements ne peuvent pas se les payer. C'est de la publicité déguisée? C'est de la publicité déguisée. C'est même pas déguisé. Non, c'est même pas déguisé. C'est une publicité, c'est un marketing très puissant, mais encore une fois, qui est cautionné intégralement par l'État. Ces établissements qui ont le monopole, il serait très simple d'interdire le don d'échantillons, sachant qu'au passage, je précise que les échantillons, ça produit énormément de déchets. Je vais vous citer un chiffre. Les biberons jetables à usage unique dans les maternités, c'est très pratique. Il est évident que si dans une maternité qui fait 1500 naissances, vous avez 100 bébés par mois, ça veut dire tous les jours entre 20 et 30. Si vous devez faire pour 30 bébés 8 biberons, c'est-à-dire près de 300 biberons par jour, c'est juste impossible. Donc le fait que l'on vous donne ces biberons jetables, c'est économiquement très important. Mais ça génère aussi des quantités de déchets derrière. Donc si vous voulez, ils ont inventé un marketing formidable qui fait que vous ne pouvez pas refuser cette offre. Personne ne peut la refuser. Sauf certains établissements qui en France aujourd'hui, je crois que vous en avez rencontré, ont appris, ont lu les étiquettes, se sont formés et ont constaté que dans certains produits, il y avait des perturbateurs endocriniens. Et bien ceux-là ont fait l'effort, se sont débrouillés pour aller chercher des moyens, des fois auprès d'agences régionales de santé, ou comme ils ont pu, pour arriver à produire et donner des produits de meilleure qualité. Mais personne ne peut le faire. En réalité, il faut que l'État assume sa responsabilité sur ces sujets-là. Et on ne peut pas laisser les professionnels de santé seuls face à ces décisions-là, parce qu'encore une fois, ils prennent la bonne décision quand ils prennent ces cadeaux. Ils n'ont pas les budgets pour le faire. Il y a d'autres pratiques aussi dont on a eu l'écho.
Certaines marques nous ont dit que des directeurs, directrices de maternité leur avaient clairement demandé aussi des subventions, des dons pour des associations, fondations affiliées à la maternité. Ça vous étonne? Vous connaissez la pratique? Oui, oui, elle est très diffusée dans tous les secteurs. On peut appeler ça du mécénat aussi. Ça n'a rien d'illégal. Un laboratoire, s'il a envie, et je l'ai vécu, de soutenir l'association pour la défense de l'allaitement maternel de la ville dans laquelle vous êtes, eh bien, vous pouvez le faire. Donc, c'est un cadeau déguisé, et ça vous rend encore une fois captif. Bien évidemment, c'est une pratique qui est connue de tout le monde. Alors, c'est absolument pas illégal. Ce qui serait illégal, c'est de prendre de l'argent pour aller s'acheter une jolie voiture ou un bateau. On ne parle pas de ça. On parle de subventions qui sont données directement ou indirectement à des associations qui dépendent de l'entité de laquelle on parle. Il n'y a rien d'illégal. C'est très choquant parce que ce n'est pas illégal, mais très choquant. Parce que les fournisseurs vertueux qui font des efforts pour produire des produits sains qui coûtent plus cher à fabriquer ne peuvent en aucun cas le faire. Et de ce fait, c'est du dumping total, ce qui veut dire que ça laisse la place en France qu'à des industriels qui ont la place depuis 20 ou 30 ans, qui ne font aucun effort en termes de composition du contenant, de composition du contenu ou d'affichage de la composition. Vous avez aujourd'hui, prenons l'exemple des couches, vous n'avez pas la composition des couches sur le produit. Ça fait partie des seuls produits de grande consommation dans les grandes surfaces en France aujourd'hui sur lesquels vous ne savez pas ce qu'il y a dedans, et vous ne pouvez pas le savoir. Certains vous disent, allez sur notre site et vous pourrez peut-être trouver la composition. Comme les gens n'ont que ça à faire, d'aller voir la composition sur les sites internet quand vous faites vos achats. Moi, c'était une société de couches, des créateurs de couches à qui on a demandé 1 euro par bébé dans une maternité. En plus d'une politique de prix bas, ils devaient donner aussi 1 euro par bébé pour devenir les fournisseurs officiels de la maternité en question. Ce sont des approches que vous avez connues. Oui, oui, ce sont des approches que j'ai connues, que j'ai vécues très clairement, et je peux clairement le dire, et encore une fois, je le referai si je devais être encore en fonction. Lorsqu'un fournisseur vous dit « je vais participer financièrement à la formation de vos sages-femmes, par exemple, pour leur payer des cours sur l'acupuncture, l'homéopathie pour favoriser une grossesse saine, ou pour financer la formation d'une conseillère en lactation, c'est-à-dire aider la maman à allaiter, parce que c'est le vrai sujet », eh bien oui, bien sûr. Pourquoi le refuserions-nous? Simplement, dans la mesure où on autorise ces pratiques, eh bien, ça laisse le champ ouvert qu'à des structures qui ont énormément de moyens, et ça ne laisse pas la place à des petites structures qui sont dans l'innovation pour le bien commun. Vous preniez combien, vous, par bébé Ça peut aller de 1 à 8 euros. Qui vous versez ces... Des laboratoires. Alimentation infantile Tout à fait, tous les laboratoires que j'ai cités, c'est-à-dire produits cosmétiques, alimentation infantile et couches. Entre 1 et 10 euros, c'est une sacrée différence. C'est une négociation. Okay. C'est une négociation, et certains refusent catégoriquement. Mais aujourd'hui, très clairement, je ne vois pas comment un établissement de santé, avec les normes, l'augmentation des normes qui existent aujourd'hui, l'augmentation de toutes les matières premières, l'augmentation de l'énergie, tout ce que vous savez en tant que citoyen ou en tant que professionnel. Dans la mesure où les tarifs des établissements de santé publics et privés ne font que diminuer depuis quelques années, alors que les normes augmentent, il n'est pas possible de faire autrement. Donc ce système-là, il est de la responsabilité de l'État, et si on veut s'en sortir, il faut que l'État assume ses responsabilités en finançant un travail de bonne qualité et en interdisant les pratiques qui sont douteuses. Pour l'instant, ils ne font ni l'un ni l'autre. Donc on est dans un champ ouvert qui permet de faire ce que vous évoquez. Depuis 2 ans, il y a aussi une loi sur la transparence qui a été mise en place, qui fait que ça devient aussi plus difficile de faire ce système de donation, ou en tout cas c'est un peu plus visible. Oui. Là, je vais être très polémique. On a la France, je pense, qui est un champion pour faire des lois, mais qui contrôle les lois? Dire des lois, moi j'en vois sortir tous les jours, on n'a même plus le temps de lire toutes les lois qui sortent. Je crois que le Grenelle 1 et 2 a généré 253 décrets d'application. En fait, ma question c'est ils ne sont pas appliqués. S'il y avait une loi, est-ce qu'il y a eu des dérives, vous pensez, dans ces fondations? Est-ce que le fait que des multinationales ont pu peut-être avoir à un moment les coups des franges pour dire voilà, nous on vous fait des prix bas et en plus on a les moyens financiers de vous donner les sous, est-ce que du coup ça a été une forme on a pu faire de la publicité tranquillement, ils ont eu des moyens de faire tranquillement de la publicité, toujours aujourd'hui. Toujours aujourd'hui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui ça continue, ça n'a pas cessé, c'était pas avant, c'est toujours aujourd'hui. Aujourd'hui, vous avez des fournisseurs qui impunément donnent des produits, ou pardon, les vendent à 1 centime d'euro, ce qui revient exactement la même chose, et reversent en plus des subventions, impunément. Tout le monde le sait. Ça vous dérange?
Ça me dérange, bien sûr que ça me dérange. Ça me dérange non pas sous l'angle de l'établissement qui l'accepte, parce qu'encore une fois, je l'ai fait et je le cautionne si on le fait, parce que vous ne pouvez pas faire autrement en tant que manager d'un établissement de santé, sinon vous ne pouvez pas assurer une prestation de qualité. Donc oui, il faut le faire. Sur le principe, oui, il faut le faire. Sauf que ce qui me dérange, c'est que l'État cautionne un système qui est totalement décalé par rapport à ce qu'il faudrait faire et qu'il est soutenu par l'État. C'est ça qui me dérange. C'est pas le fait que ça puisse être fait par des professionnels aujourd'hui qui font ce qu'ils peuvent pour gérer les établissements. Et on a la chance d'être dans un pays où les professionnels de santé font un travail mais exceptionnel et on ne le signifie pas assez. Ce qui me choque vraiment, c'est que l'État ne fasse pas son boulot. Comment est-il possible qu'on puisse vendre des produits cosmétiques aujourd'hui dans des pharmacies, dans des crèches et des maternités qui contiennent 1, 2, 3 perturbateurs endocriniens avérés? Comment c'est possible? Comment est-il possible que quand on analyse des laits infantiles, nous l'avons fait, nous avons financé des mesures, comment est-il possible que l'on retrouve dedans des traces en quantité importante de perturbateurs endocriniens comme des phtalates et des benzènes qui sont ajoutés pour faire peut-être certainement un effet antioxydant? Comment c'est possible? Oui, c'est ça que je reproche. Donc il faut que l'État, de ce fait, finance des prestations de qualité qui permettront aux établissements d'acheter des produits de bonne qualité. Et pour cela, il faut aussi de l'étiquetage, de la norme, de la règle et de l'autorisation sur le marché. Parce que les professionnels de santé, c'est un autre paradoxe, ne sont pas formés à l'écotoxicologie en France. Un gynéco, un pédiatre, une sage-femme, hélas, ne bénéficient pas de ces formations, qui sont des thèmes assez récents. Les perturbateurs endocriniens, on en parle depuis 8 ans à peu près. Mais ce n'est pas dans leur formation de base, donc il faut aussi les former. En fait, pour résumer, on a des anciennes méthodes qui ont mis un peu pied lié, un PMH lié, un personnel de santé, à des marques que l'on découvre peut-être pas si vertueuses en fait. C'est ça. On a pris des habitudes, il existe des boîtes qui sont livrées dans les maternités, encore une fois, souvent sans l'accord de la direction, c'est ce qui est stupéfiant. Et ces boîtes, quand elles sont livrées, elles sont très appréciées de tout le monde. Pourquoi très appréciées? Parce que le personnel qui donne un cadeau est content de faire ce geste. Et la maman qui le reçoit aussi. Et puis tout le monde est content parce que dedans, vous avez des bons d'achat, des bons cadeaux, des réductions. Sauf que l'enfant, au final, si on pense à lui, si on est dans une culture, et c'est notre raison d'être, d'agir pour la santé des générations futures, si on est là-dedans, on ne peut pas accepter de diffuser des produits dont le contenant et le contenu contiennent des produits qui sont suspectés de toxicité. C'est pas possible. Mais le professionnel de santé ne peut rien faire. Vous, quand vous étiez directeur de maternité, quels étaient les donateurs les plus généreux? Or, les grands groupes de lait infantile. Très généreux. Les autres, pour les cosmétiques et les mallettes cadeaux, généreux sous forme de « je ne paye pas la prestation ». Donc c'est aussi très généreux. Ça vous permettait de faire des économies de fonctionnement. Bien sûr. Des économies de fonctionnement, mais la logique dans les établissements aujourd'hui, c'est de les réinvestir pour faire mieux. Encore une fois, quand vous prenez des subventions, ce n'est pas pour aller vous acheter un voilier. C'est très important à dire, parce qu'il ne faudrait pas laisser penser qu'il y a de l'argent ou des sous-tables. Ça n'existe pas, je ne l'ai jamais vu. C'est de l'argent qui est tout à fait déclaré. Mais quand vous recevez un chèque de la part d'un industriel, mais quel qu'il soit, pour arriver à financer une action, pour acheter des versos, pour payer des formations à des collaborateurs, eh bien c'est plutôt pas mal. Sauf qu'il faudrait avoir la garantie que les produits que l'on délivre sont des produits qui sont sains, non polluants, non impactants pour la santé. Aujourd'hui, cette garantie, on l'a pas. Je crois que votre message est passé, monsieur. Bien entendu. On parlait là des fantasmes. C'est vrai que quand on entend Pampers ou des grandes multinationales capables de verser de l'argent, des subventions à des associations, on se demande ce qu'il en est fait en fait de cet argent. Et si c'est pas la porte ouverte, on a tous entendu parler de congrès à l'étranger, etc. Est-ce qu'on est encore dans ce type-là de possibilité de faisabilité? Vous pensez, est-ce que vous avez entendu vous parler de ça? Est-ce que les subventions qui sont distribuées dans notre pays sont toutes évaluées? Si on parle des subventions au sens large du terme, je ne sais pas. Je n'en suis pas certain, je ne vous le garantirai pas, Nirvana. Ça va dépendre, ce que vous évoquez là, de l'éthique et de la logique de l'établissement dans lequel vous êtes. Aujourd'hui, vous touchez une subvention. Voilà. Après, toutes les entreprises et toutes les associations sont contrôlées. Nous sommes une association et une entreprise, nous avons un commissaire aux comptes et un expert comptable. N'importe quelle maternité de France, publique ou privée, ou n'importe quel hôpital, a aussi un commissaire aux comptes, des directions financières, donc on ne fait pas n'importe quoi, si vous voulez. Donc c'est pas sous cet angle-là. Je ne pense pas que ça, aujourd'hui, on puisse dire il y a de l'argent qui passe des laboratoires, de lait, de couches pour aller dans des congrès, des choses comme ça. Je ne pense pas qu'on puisse dire ça. Je pense qu'aujourd'hui, cette somme, et ils ont bien compris le système, tant que l'État ne finance pas la valeur du coût de production d'un acte, eh bien, c'est la porte ouverte
à toutes ces entreprises qui ont les moyens d'acheter en fait des parts de marché. Parce qu'ils se payent des parts de marché en donnant des produits ou en distribuant de l'argent, même s'il est très très bien utilisé, et c'est ce qui se passe actuellement, ils s'achètent des parts de marché. Ce que ne peuvent en aucun cas faire des jeunes startups, des jeunes entrepreneurs français qui fabriquent des produits vraiment exceptionnels. Nous en avons détecté plein, il existe plein d'industriels et professionnels tout à fait vertueux, simplement ils ne peuvent pas rentrer dans ce marché-là parce que les autres ont des pratiques de dumping qui sont inacceptables. Vous en faisiez quoi de cet argent? Vous allez à l'association, une fondation, à quoi? Clairement, une association, on l'avait constituée spécifiquement avec les sages-femmes pour payer les formations en plus, et notamment, on était très fiers de dire que nous avions pu mettre en place une politique de promotion de l'allaitement maternel, parce que c'est le vrai sujet. Hein, si on veut réduire le lait infantile, il faut aider les mamans à allaiter, parce que ce n'est pas forcément naturel et implicite dans notre société. Donc on avait créé une association qui permettait de financer des formations assez rares en France, de conseillers en lactation. C'était même en Suisse ces formations, parce qu'en France on ne fait pas ça. Pour que dans la maternité, le message qui soit donné aux mamans soit le même, de la part du gynéco, du pédiatre, de la puéricultrice et de la sage-femme. Et ça a un coût, parce qu'il faut former à peu près 40 à 50 personnes, et ça, l'établissement n'a pas forcément les moyens de le faire. Et bien, quand vous avez tout d'un coup une manne céleste qui arrive d'ailleurs pour le faire, eh bien, vous pouvez l'investir très intelligemment. Donc nous avions la fierté de dire, ce sont les laboratoires de lait qui financent la formation des conseillères en lactation. C'était un clin d'œil assez... Tout à fait. assez amusant. Et ça a coûté combien? Vous avez donné combien sur une année? Vous vous en souvenez pour que vous puissiez... Oui, par an, c'est un budget de 30 à 40 000 euros. Juste pour une société de lait ou... Non, pour l'ensemble de ce qu'on appelle les tours de lait. D'accord, ok. Juste une question, parce que c'est votre message principal. Vous aimeriez que, vous avez peut-être chiffré ça, je ne sais pas, vous aimeriez une augmentation de combien du budget pour la santé? Est-ce que c'est votre combat? Est-ce que vous avez un combat de ce type? Non, je n'ai pas du tout de combat de ce type. Moi, je ne suis pas un représentant syndical et ce n'est pas mon job aujourd'hui. Je dis juste la chose suivante. Les représentations syndicales, patronales, entre guillemets, dans le monde de la santé, on fait des études de coûts. On sait exactement combien coûte à réaliser un acte d'accouchement de niveau 1, de niveau 2, de niveau 3 pour fournir une prestation de très bonne qualité. On le sait, c'est de notoriété publique, c'est tout à fait connu. Par contre, ce qu'on sait, c'est que le tarif qui est accordé est en dessous de cela. Et en plus, depuis 3 ans, chaque année, il y a des diminutions tarifaires pour les établissements hospitaliers français, depuis 3 ans. Imaginez comment gérer un budget d'un hôpital, c'est un grand navire, ou une clinique, ce sont des grands navires avec beaucoup de personnel, avec beaucoup d'énergie, de l'alimentation, des matières premières, des ressources. Imaginez, vous savez très bien que tout augmente aujourd'hui. Imaginez qu'on vous dise en mois de mars, parce que c'est le cas, eh bien votre budget va réduire de 1% cette année. Il avait réduit de 1% l'année d'avant, et il avait réduit de 1% l'année d'avant. C'est juste impossible. Donc ça, si vous voulez, c'est la porte ouverte à de la gestion extrêmement serrée sur des budgets financiers. Donc quand vous avez des prestataires qui connaissent ça parfaitement, on demande même si ce n'est pas eux qui l'entretiennent, quand vous avez des prestataires qui connaissent ça parfaitement, ça fait leur jeu pour distribuer des subventions et des sommes qui après sont utilisées mais très intelligemment par les établissements de santé, mais qui ne peuvent pas s'en passer. Aujourd'hui, si vous supprimez le reste à charge pour les patients, grosso modo la chambre particulière, si vous supprimez ça de l'activité financière d'un hôpital ou d'une clinique, vous n'atteignez pas l'équilibre. Ce qui veut dire que si on ne facture pas sur reste à charge, il n'y a pas un établissement hospitalier français qui peut arriver à l'équilibre. Et l'équilibre, vous imaginez bien, vous n'êtes pas loin avec l'équilibre. Parce que dans une organisation, quelle qu'elle soit, il faut avoir bien sûr l'équilibre, le seuil de rentabilité, mais aussi les moyens pour investir. Parce que les investissements technologiques, techniques dans un établissement de santé, avec l'intelligence artificielle qui arrive, le numérique dont on a parlé aujourd'hui, ce sont des investissements très très lourds et qu'on ne peut pas faire si on n'a pas les moyens. Donc aujourd'hui, l'État n'a pas une politique de santé à long terme, alors que la France a une politique, par exemple, spatiale à 2050. Aujourd'hui, on a des budgets mis en œuvre pour aller sur Mars à 2050, mais aujourd'hui, là, à l'heure où je vous parle, les établissements français ne connaissent pas leurs tarifs et leur budget pour 2020. Pas un seul établissement dans notre pays ne connaît ses moyens pour l'année prochaine, alors qu'un projet médical, c'est sur 2, 3, 4, 5, 10 ans. Donc la problématique économique et financière des établissements sanitaires français, elle est majeure. Et qui plus est, si on veut avoir des produits d'excellente qualité et de protéger la santé des générations futures en faisant en sorte qu'à la première heure de vie, on ne leur donne pas des couches avec des produits suspectés de toxicité, des laits ou des cosmétiques sur la peau, ni pour la maman, ni pour le bébé. Vous voulez rajouter quelque chose? Je pense que je vous ai dit beaucoup de choses. Ce que nous cherchons à faire, en fait, donc ça me permet de le dire publiquement, on est en train d'essayer d'inventer un système financier, un modèle économique du lobbying éthique. En fait, il s'avère que tous les jours, on est confronté à des lobbies très puissants dans notre pays, qui sont très organisés, très professionnels et qui ont beaucoup de moyens. En face, nous, les citoyens, ou nous, les professionnels de santé,
si on reste juste dans notre secteur. On n'est pas organisé, on a zéro moyen et on n'est pas professionnel. Donc on s'est donné comme objectif avec notre équipe d'inventer un système, d'inventer un modèle économique pour favoriser des actions relatives au lobbying éthique. Embarquons demain par le biais des réseaux sociaux, par les applications qui arrivent. On vient de sortir une application qui sortira en septembre pour mettre en lumière les actions vertueuses. C'est mettre le numérique au service du bien commun, c'est ce qu'on est en train de faire. Et bien on veut aussi essayer d'avoir un modèle économique pour financer des actions concrètes. C'est-à-dire, s'il faut demain embaucher un avocat, un lobbyiste à Bruxelles et un communicant pour faire supprimer les phtalates dans les laits infantiles, eh bien, on aura les moyens de le faire. Aujourd'hui, on ne peut pas. Aujourd'hui, on peut s'adresser à vous, journalistes, qui faites déjà un travail d'investigation formidable et de relais auprès de la population, mais ça ne fait pas changer les lois, ça ne donne pas d'autorisation de soumise sur le marché, et ça ne fait pas changer le fait que les gens achètent. Je pense que le pouvoir est dans le caddie, et la logique du pouvoir, du lobbying éthique, s'il est appliqué, j'ai envie de dire, dans l'intérêt général et pas dans l'intérêt particulier. Et c'est très important, c'est-à-dire que nous, quand on milite pour tout ça, on ne vend ni de biberon, ni de couches, ni de cosmétiques, et on ne le fera jamais. C'est clairement établi dans nos statuts. Puisque la loi Pacte qui vient de sortir, c'est une chance à mon avis, nous permet d'écrire dans nos statuts notre raison d'être. Et bien notre raison d'être, c'est d'agir pour la santé des générations futures. Merci. Est-ce que tu fais des plans de couple, Emma? Ouais, un peu. Je vous laisse rediscuter une petite minute. On a dû faire un peu plus de 20 minutes. Hein. Oui, c'est ça. Ah ouais 25 25, ouais. Très bien regarder 2,5, putain. Ouais, je suis désolée. Et ce sera beaucoup en rapport aux méthodes qu'on a évoquées. Donc on a fait en deux parties. D'un côté, les cadeaux qu'il pourrait y avoir. Mais il y aura ce côté lobbyiste, éthique, et ce que vous faites en tout cas, on marquera bien dans quel camp vous posez en tout cas. Donc vous avez bien défendu. Mais c'est un vrai chantier. On a 10 ans pour y arriver. On s'est donné 10 ans. C'est bon, mais ça va bouger. On est en train de faire juste quelques petites images de couple en fait. D'accord. C'est simplement. Les mains, Ah oui, on a un projet de les aider à fabriquer une mallette éco-conçue. Mais qui ne seraient pas des échantillons, qui seraient des vrais produits. Parce que ça existe déjà les trucs comme ça. J'en ai pas trouvé. Les 7 verres. Ah oui, ce qui est éco-conçu, c'est le mot, ouais. Il existe des mallettes vertes, mais quand vous les décomposez, c'est que de la daube. Donc oui, ça existe. Mais moi, je vous parle d'une vraie mallette éco-conçue, c'est-à-dire avec une analyse du contenant et du contenu de chaque produit, et avec 0 échantillon. Si je vous donne un dentifrice, c'est un dentifrice, c'est pas un échantillon de dentifrice. Ah ouais, d'accord, le vrai. Mais oui, mais ça coûte plus cher de faire quand vous voulez développer une gamme, j'en ai parlé avec plusieurs industriels, si vous voulez développer une gamme comme ça que vous ne l'avez pas, il vous faut des machines en plus, il vous faut toute une organisation en plus, filez le dentifrice. Vous faites 50% sur le dentifrice. Mais l'idée, c'est que l'on puisse cautionner des produits de bonne qualité. Donc nous, on va faire un job d'analyse avec nos chimistes de la nature du contenant et du contenu. Et derrière, les AD, c'est le projet, eh bien, les achèteraient, ou les auraient gratuitement, eux aussi, les mettrait dans les boîtes éco-conçues en carton et les distribuerait dans les maternités. Donc on pourrait refaire un cadeau, mais là, en donnant accès à des fournisseurs et des industriels qui sont, entre guillemets, vertueux. Qui sont plus libres de leur consommation, en fait. On leur impose un peu des produits. Voilà, est-ce qu'il n'y a pas vous n'aviez pas un moment, par moment, est-ce que vous n'aviez pas un peu l'impression d'être un peu porte-marque et le fait d'avoir un peu l'impression d'avoir un peu peut-être laissé rentrer le Réellement, et avec le recul, non, à aucun moment. Le job d'un directeur d'établissement de santé, c'est peu connu en fait. Je pense que ça fait partie des métiers les plus difficiles qui existent et c'est dommage qu'on ne communique pas plus sur ces gens parce qu'ils font un travail vraiment incroyable et je peux le dire d'autant plus que je ne le fais plus. Mais c'est vraiment un travail extrêmement difficile. Le job d'un établissement de santé et de sa direction, c'est d'arriver à produire la prestation de la meilleure qualité possible, avec des moyens qui y sont alloués par l'État, sans tenir compte d'indices qualitatifs. C'est-à-dire que ce n'est pas comme dans d'autres domaines. Aujourd'hui, vous êtes dans un hôtel 4 étoiles, vous voulez donner des cosmétiques de luxe, des peignoirs, tout ce que vous voulez, vous le répercutez au niveau de votre prix de vente. Aujourd'hui, dans un établissement de santé, votre job en tant que directeur, c'est de donner la meilleure prestation possible avec le budget qu'on vous donne. Eh bien, il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix. Si en plus vous dites, j'arrive à donner à mes mamans des couches quand elles repartent, j'arrive à leur donner des cosmétiques, surtout qu'aujourd'hui, on le voit bien avec le mouvement des Gilets jaunes, tout le monde a des problèmes d'argent dans ce pays. Quand vous donnez des aliments de premier âge, vous donnez des packs de biberons, mais vous êtes fiers de le faire. Donc bien évidemment, c'est des biberons d'une marque, on est d'accord.
Mais ça fait partie de la dynamique, c'est-à-dire que je n'ai aucun état d'âme avec ça. Et encore une fois, il faudra le refaire, on le referait. Ce qui me gêne beaucoup, par contre, c'est qu'on n'ait pas les critères de choix, qu'on n'ait pas la capacité à juger de la qualité d'un produit. Si on vous dit, vous allez distribuer ce produit qui contient des benzènes, des phtalates, des nanoparticules de dioxyde de titane. Si je vous le dis comme ça, il n'y a pas un responsable français qui va les prendre. Sauf que cette information, vous ne l'avez pas. Elle n'est ni sur l'étiquetage, ni dans la presse, ni dans les médias, et quand vous saisissez l'État, on ne vous répond pas. Donc ça, oui, je trouve ça inacceptable, et je trouve ça doublement inacceptable, c'est-à-dire qu'on utilise les directeurs d'établissement et les professionnels de santé à leur insu pour distribuer des produits qui sont inacceptables. En fait, le système de santé est victime de ça, mais avec la caution du ministère de la Santé. Donc oui, ça, je le trouve inacceptable. Je ne trouve pas inacceptable le fait de le faire, parce qu'on n'a pas le choix.